Rebonjour à toutes et à tous pour les personnes que je n'ai pas encore vues. Pour celles que j'ai déjà vues, je m'excuse, je vais être très redondant. Je me présente, je m'appelle Christophe Concessao, je suis le directeur général délégué de Live for Good, l'association qui organise ce festival. Et j'ai le plaisir d'animer pour ma part la dernière conférence. Il y en aura une dernière ensuite, les grands méchants groupes comptent aux réalités. Mais pour le moment, on va s'intéresser aux nouveaux médias. Ou plutôt comment transformer les médias, refocaliser les médias pour mieux agir, pour passer à l'action. C'est vrai qu'on entend souvent parler justement du détournement, de dans quelle mesure les médias traditionnels ont tendance trop souvent à passer sous silence des sujets éminemment importants, environnementaux, sociaux. Et donc on va s'interroger aujourd'hui sur comment agir, comment faire bouger les grandes rédactions, comment on peut aussi investir et soutenir des nouveaux médias alternatifs. Et vous en aurez de très beaux exemples représentés aujourd'hui sur scène. Et je vous propose d'accueillir sans transition aucune nos trois super invités pour le moment. J'appelle donc Amadou Banlieusard Nouveau qui va nous rejoindre sur scène. J'accueille Emma Rouvet, le média positif, et Maxime Explore Média. Rejoignez-nous, vous pouvez les applaudir très chaleureusement. Installez-vous. Voilà. Maximilien et Emma, vous avez le luxe d'être sur le canapé. Très bien. On va donc démarrer. On réservera comme toujours quelques temps à la fin pour des questions-réponses avec vous, bien entendu. Mais merci encore une fois à toutes et tous d'être présents parmi nous. Alors merci à vous trois d'être parmi nous. Vous allez bien ? Ouais, Amadou, tu viens d'arriver. Il a été escorté personnellement jusqu'à la table ronde. Grand luxe. Emma, Maximilien, ça va ? Au top, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Bah non, avec plaisir. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions. Donc on va aborder cette quatrième conférence de la journée sur un sujet aussi très important. On a évoqué d'abord l'entrepreneuriat, on a parlé ensuite d'écologie, on a parlé ensuite également de la politique et on parlera ensuite des grands groupes. Donc ce sont évidemment, vous l'aurez compris, la programmation elle a été construite autour des leviers d'action que les citoyens et citoyennes que nous sommes avons à notre disposition et les médias sont clairement l'un d'entre eux et souvent cité comme un contre-pouvoir essentiel dans nos sociétés pour justement décrypter l'actualité, éveiller les consciences et donner les conditions pour passer à l'action. Alors effectivement, on entend les catastrophes climatiques s'enchaîner, l'urgence sociale, et pour autant, dans les médias traditionnels, c'est la grande critique qu'on peut leur apporter. Ils sont très souvent, je dirais, oubliés. Et le récent rapport du GIEC a notamment évoqué l'importance que doivent jouer les médias pour éveiller les consciences et accélérer la transition écologique et sociale. Et donc, je vais demander d'abord de vous présenter en 1 minute, pas plus, n'en dévoilez pas trop. Et je vais commencer par toi, Maximilien. Tiens, Maximilien de Explore Média, en 1 minute, qui es-tu ? Bonjour, donc Maximilien Devet, j'ai 30 ans depuis cette année. Je travaille chez Explore Média depuis octobre. Explore, c'est un média à 6 millions d'abonnés qui parle d'innovation, de science et de découverte. On s'est fondé en 2017 avec une page qui s'appelle Une innovation par jour, notamment sur Facebook. Et notre rôle, en fait, c'est de rendre la connaissance accessible au plus grand nombre et au grand public. Merci beaucoup Maximilien. Et je vois que Sylvia, sur le gong, tu viens d'arriver, c'est génial. Je t'invite à monter sur scène. Sylvia Micon de LCI, prends place. Merci beaucoup d'être là. Je savais que tu aurais un peu de retard. Merci beaucoup Maximilien. Donc je vais me tourner vers toi Emma. 1 minute. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emma Rouvet, j'ai 21 ans, j'ai cofondé un média qui s'appelle le Média Positif, donc on a 1 million d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, et j'ai cofondé tout ça avec Hugues il y a plus d'1 an maintenant, pour pallier un peu le côté anxieux des réseaux sociaux, et la petite particularité c'est que je suis encore étudiante, donc j'ai un peu cette double casquette entre les deux, donc voilà. Génial, tu nous parleras un petit peu ta double vie et tu as fait pas mal le buzz pendant le confinement, on y reviendra également. Je me tourne vers toi Amadou pour laisser le temps à Sylvia de respirer un petit peu. Amadou, qui es-tu en 1 minute ? Alors du coup en 1 minute, donc moi je m'appelle Amadou, donc je viens d'avoir 29 ans. J'ai fondé un média qui s'appelle Banlieusard Nouveau. Donc aujourd'hui c'est un jeune média, donc on a un peu plus de 11 000 abonnés. Et donc l'idée avec Banlieusard Nouveau à la base, quand moi je crée le média, c'est que je me dis que dans les quartiers en fait aujourd'hui, donc les cités, les banlieues, etc. Il y a des problèmes, mais il y a aussi des personnes qui se bougent, qui font des choses. Après l'idée, c'est pas tomber dans le cliché il y a les bons et les mauvais, mais c'est plus essayer d'avoir de l'impact et vraiment changer les choses. Donc je me suis dit avoir un média qui valorise les personnes qui ont de l'impact dans ces milieux et qui sont vraiment dans cet état d'esprit de je viens d'un milieu difficile mais je peux réaliser de grandes choses et je vais agir pour le faire, surtout l'action derrière, je vais agir pour le faire. Je me suis dit que c'est la meilleure manière en tout cas de les encourager à le faire,
c'est d'avoir un média qui est là pour mettre en lumière tout ça. Et en plus, à côté, forcément, ça va avoir de l'impact parce qu'il y en a d'autres qui vont s'apercevoir qu'en réalité, on peut faire des choses, il y a des moyens de le faire. Et donc voilà, donc plutôt que de le dire, je veux montrer en fait que ça existe. Donc voilà, en un mot, c'est être exemplaire. Merci beaucoup Emma. Et donc je me tourne vers toi Sylvia. Merci beaucoup d'être là. En une minute, qui es-tu ? Bonjour tout le monde, désolée pour le retard. Voilà, donc je m'appelle Sylvia Micot, je suis journaliste pour LCI. Je suis là-bas depuis quelques années, j'ai fait plein de métiers différents, reporter sur le terrain, présentatrice, chroniqueuse. Et j'ai aussi eu des émissions. Je me suis spécialisée en parallèle sur tout ce qui est innovation sociale et environnementale. J'ai monté Tous Acteurs du Changement en 2014, que j'ai gardé environ 5 ans. Et puis là, on a lancé un nouveau média, on a lancé le podcast Impact Positif. Voilà, qui existe depuis maintenant 4 ans, avec plus de 70 invités, où on est là vraiment sur du temps long, on prend notre temps sur 3 quarts d'heure, 1 heure, et voilà, un média qu'on continue aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Sylvia. Donc je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche là dans les 45 minutes qui nous restent. Et j'aimerais articuler un petit peu le débat autour de 3 axes. Le premier axe, je l'ai déjà longuement évoqué, c'est comment on comble le fossé qui existe entre les urgences climatiques et sociales dont il faut absolument parler et le traitement un peu traditionnel des médias mainstream. Deuxième sujet, c'est finalement comment on peut mettre en lumière un petit peu ces nouveaux modes de consommation qu'on a des médias. Et il y a plusieurs exemples ici sur cette table. Et enfin, comment on peut réformer, comment on peut informer différemment pour passer à l'action, comment on peut peut-être plus parler de solutions, comment on peut plus décrypter l'actualité différemment pour éveiller à nouveau et former la conscience collective, les citoyens et citoyennes que nous sommes. Mais je vais commencer par une première question parce qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre un peu pourquoi le problème existe aujourd'hui. Donc je vais naturellement me tourner vers toi Sylvia, tu travailles dans une des plus grandes rédactions françaises, tu t'es beaucoup battue, tu as beaucoup œuvré en interne pour imposer des sujets dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque. Et donc ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux nous faire un peu de pédagogie, nous expliquer comment fonctionne une grande rédaction, comment on choisit les sujets au sein de cette grande rédaction et finalement quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour changer le traitement habituel? Alors LCI, c'est une chaîne info, donc c'est très particulier, c'est un traitement de l'info très particulier. Moi, c'est vrai que quand j'ai lancé Tous Acteurs du Changement en 2014, on m'a fait confiance, on m'a dit, bon voilà, on ne sait pas trop de quoi tu parles, mais on va te faire confiance, on va te laisser faire. J'ai pu effectivement faire Tous Acteurs du Changement, avoir pendant 7 minutes, ce qui paraît très court en fait, mais qui à l'époque était extrêmement et qui est encore aujourd'hui très très long. J'ai pu inviter des innovateurs, des entrepreneurs sociaux qui avaient de l'impact, et j'ai gardé ça pendant 5 ans. Pourquoi parce que j'étais en matinale week-end, c'est une tranche où on a un peu plus le temps, où voilà, on est un peu plus détendu. Voilà, donc j'ai pu le garder pendant 5 ans. Et après, quand je suis partie de la matinale week-end, en fait, l'émission n'a pas continué. En fait, elle tenait un peu à moi, donc elle n'a pas continué. Donc ça tombait bien parce qu'à l'époque, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On veut continuer de parler de ça. On sait que c'est difficile sur une chaîne info parce qu'on est toujours, finalement, les formats ont du mal à tenir en fait, parce que voilà, on est toujours dans le flot de l'actualité. On veut créer de nouveaux formats, on veut créer des émissions, mais voilà, finalement, c'est abandonné parce que là, non, il y a plus urgent, ou là, non, c'est la présidentielle, là, ça va être législative. Donc finalement, toutes les émissions qu'on chérit, qu'on a envie de pousser en avant, parfois c'est difficile de les tenir. Et voilà, c'est difficile même si on est quand même convaincu, même si on nous fait confiance, etc., c'est compliqué. On s'est dit, voilà, on va essayer de toucher d'autres publics. On a de la chance, on a un grand groupe. On va essayer peut-être de le faire en lançant un nouveau média. Et donc, c'est vrai qu'on s'est réunis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas le podcast? À l'époque, quand j'ai lancé il y a 4 ans, il n'y en avait pas encore énormément, des podcasts en France. C'était surtout des émissions en fait enregistrées et qu'on appelait podcast, mais c'était pas un podcast natif. Donc voilà, on a lancé ce média, on a lancé d'autres aussi d'ailleurs sur LCI. Et c'est devenu un Impact Positif où là, vraiment, pareil, je redonne la parole à des innovateurs, mais sur un temps qui est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a vraiment le temps de comprendre quelle a été la démarche, quel a été le déclic, quel est l'impact, et avoir aussi ce call to action, c'est-à-dire donner envie aux gens, finalement, de faire aussi leur part de là où ils sont, avec leurs compétences et leurs passions. Donc ça, c'était un peu la promesse d'Impact Positif. On a réussi à le garder, on a réussi à le développer aussi sur TF1 Info, pour
lequel tu travailles aussi d'ailleurs, Maximilien. Et donc on publie des articles, on agrège en fait tous les contenus à impact du groupe. Il y en a beaucoup dans les 13 heures, dans les 20 heures qui sont beaucoup modifiés ces dernières années. Donc voilà, moi je refuse d'être négative ou d'être pessimiste, et je me dis qu'on peut effectivement, de là où on est, essayer de faire quelque chose, donner sa patte, essayer de quand même de parler de sujets qui nous semblent importants. Après voilà, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On se parlait entre nous quand on a préparé cette émission de la formation. C'est vrai que c'est hyper important de former aussi les journalistes à cette matière qui est quand même extrêmement complexe, qui demande beaucoup de connaissances. Et c'est vrai que il n'y a pas des services environnement, des services société dans toutes les rédactions. Donc voilà, c'est important de former les gens. On parlait de Jean-Marc Jancovici qui proposait de former le gouvernement dans un séminaire. Effectivement, il faut former aussi les journalistes. C'est ce qui se passe dans plein de groupes. Je sais qu'il y a des formations ici dans le groupe TF1. Il y a la fresque du climat qui vient très très régulièrement, et voilà, ça peut aussi aider à se faire un tableau très complet de la situation. Donc voilà, il y a d'autres clés, notamment la formation, qui sont là et qui doivent être saisies pour pouvoir avancer. Merci d'avoir évoqué ce point. Effectivement, vous avez tous vu un peu ce mouvement et un collectif qui exhorte un peu les membres du gouvernement à se former à l'écologie. Et on faisait le parallèle dans la préparation de cette conférence qu'il faudrait en faire de même avec les rédactions, tout simplement. Les journalistes ont besoin d'être formés finalement à ces sujets. Et tu évoquais aussi, je me rappelle dans la préparation aussi, à quel point il était difficile aussi de ressortir un peu de ce qui est un peu commun, ce culte de la performance, cette course à l'audimat aussi dans les grandes rédactions, et comment on surmonte ça finalement. En fait, il faut faire avec, parce que si ça marche pas, il n'y a pas de médias. Donc s'il n'y a pas de business model, on peut pas en parler. Donc en fait, c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'il faut savoir à qui on parle. Alors c'est vrai qu'à LCI, on parle à un public assez âgé. Voilà, on parle à un public qui a plus de 60 ans et qui n'est pas spécialement intéressé par ces matières-là. Donc il faut savoir comment on peut essayer de les intéresser. Il faut essayer de trouver la bonne tranche horaire, le bon moyen, etc. pour le faire. Donc l'audience, c'est vraiment, il faut faire avec. Mais encore une fois, moi je trouve que quand on regarde les 13h et les 20h, que ce soit TF1 d'ailleurs, France Télévisions, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, beaucoup de sujets. Alors c'est pas encore parfait, parfois on voit des contradictions au sein d'un même journal. Donc je pense que effectivement il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai que l'audimat, il faut pas s'en couper, parce que sinon il y a plus rien, qui existe. Et je pense que c'est la problématique de tous mes camarades qui sont avec moi et qui vont sans doute en parler mieux que moi ensuite. Merci beaucoup Sylvia pour cet éclairage. Alors effectivement, on le disait en préambule, l'un des enjeux, l'un des rôles qu'on attribue souvent aux médias, c'est cet enjeu de sensibilisation, d'éveiller les consciences, d'apprendre aussi à décrypter l'actualité. C'est finalement l'une des raisons pour lesquelles vous avez été créé Explore Média, c'est de rendre accessible au plus grand nombre des savoirs, des connaissances qui peuvent paraître de prime abord un peu complexes. Est-ce que Maximilien, tu peux nous expliquer comment vous avez justement positionné ce nouveau média et comment vous traitez finalement différemment l'information? Écoutez, en fait, il y a un dicton qui dit le savoir, c'est pouvoir. Et nous, on se dit un peu que comprendre, c'est agir. C'est-à-dire que demain, on sait tous que le sel, par exemple, c'est pas bon pour la santé. Et quand on nous explique que derrière, en fait, ça bouge vos artères et que ça provoque des infarctus, là, peut-être qu'on arrête le sel. Mais en fait, c'est un peu pareil. Il faut comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière et les sujets. En plus, quand on parle de transition écologique, qui sont loin d'être simples. L'énergie, c'est pas simple du tout. Je lis aussi souvent Jean-Marc Jancovici et il est très pédagogue là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, l'énergie, que elle soit éolienne, nucléaire ou solaire, c'est des choses de scientifiques qui sont difficiles à expliquer. Et nous, en fait, notre rôle, en fait, c'est de faire comprendre ces mécanismes-là en 3 minutes. Tout à l'heure, tu disais 7 minutes, c'est court, mais en fait, pour nous 7 minutes, c'est extrêmement long, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les contenus qu'on diffuse, ils font rarement plus de 3 minutes, parce que voilà, il faut que ça aille vite. Alors ça, c'est la nouvelle génération. Effectivement, quand tu penses en télévision, quand tu invites quelqu'un, si tu l'invites que pour 3 minutes, il va vraiment pas être content, tu vois. Donc et malheureusement, en télévision, c'est vrai qu'on a rarement le temps d'inviter quelqu'un sur 1 heure, etc. C'est pour ça qu'on se tourne sur d'autres médias. Mais effectivement, vous, c'est encore autre chose. C'est encore plus court et c'est encore plus difficile, finalement. Oui, mais c'est ça tout l'enjeu. On en parlait tout à l'heure avec Emma. En fait, nous, on fait des interviews d'une demi-heure avec des personnes pour finalement retenir que 20 secondes de l'interview. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a très très peu de temps pour convaincre, très très peu de temps pour expliquer.
expliquer. Et pour revenir donc au sujet principal, effectivement, bah voilà, nous on se sert de l'innovation et de la science pour expliciter les choses, pour que les gens puissent comprendre un peu le monde dans lequel ils vivent, parce qu'en fait tout est chimie. L'écologie c'est de la chimie finalement. Et une fois qu'on a ces armes-là, nous on donne avec les 3 minutes qu'on a d'attention qu'on réussit à obtenir, on essaie de donner les clés pour que les gens puissent creuser derrière, parce que on n'est pas non plus un média scientifique, on n'est pas ces médias qu'on peut voir, ils sont publiés par Cambridge, Harvard, etc. Donc nous, on doit rendre intelligible et sexy aussi, on en parlera tout à l'heure, cette information-là. Et le deuxième point sur lequel je voulais évoquer, c'est le point de l'actualité. Nous aussi, on a peut-être cette chance tous les trois, c'est qu'on n'est pas du tout soumis au diktat de l'actualité. Nous, on n'a pas vraiment bouleversé notre ligne éditoriale pour les présidentielles ou pour ce genre de choses. Et ça nous permet aussi de prendre du temps et de faire des sujets froids, c'est-à-dire des sujets où on prend du recul sur l'information. Et en fait, c'est plus de l'information, c'est du décryptage. Et on essaie de rendre ces informations de plus en plus sexy et de plus en plus compréhensibles. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de sujet que vous avez traité chez Explore Media pour que l'audience... Oui, bien sûr. Il y a pas longtemps, là, on a fait un sujet notamment pour Time for the Planet. On a expliqué un projet qui s'appelle Beyond the Sea, qui est une voile géante qui est mise sur des gros bateaux de cargaison et qui permet de diminuer de 20% le carburant en fait utilisé. Voilà, quand on parle de Beyond the Sea, on parle du fait que il y a des bateaux qui font des milliers de kilomètres et qui dépensent énormément de carburant, mais on parle aussi de l'énergie éolienne, comment le vent peut derrière, grâce à un transformateur, créer de l'énergie pour que le bateau puisse avancer. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets, c'est assez complexe, mais au final on arrive à le rendre intelligible. Merci Maximilien. Alors quand on parle de médias, il y a un autre enjeu clé qui ressort beaucoup, c'est finalement la représentativité des minorités, notamment le traitement médiatique un peu caricatural parfois qu'on a, notamment des quartiers populaires ou d'autres minorités encore. C'est ce qui t'a poussé justement, Amadou, à créer Banlieusards Nouveaux. Pourquoi ce combat, il est essentiel pour toi? Pour moi, ce combat, il est essentiel. En fait, pour moi, si tu veux, en fait, les médias représentent la société. C'est un bon thermomètre, en fait, pas un thermomètre, mais plutôt un miroir pour avoir une vue d'ensemble de la société un peu. Et il est important que tout le monde se sente représenté. Moi, si demain, je vois une liste de médias, il n'y en a aucun qui me parle, je m'y intéresserai pas. Et donc, si à partir du moment où je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays, je suis pas intégré, je suis exclu du pays, en fait. Et donc, il est important de se mettre en fait en face des gens et leur parler. Après, ça peut être paradoxal ce que je vais dire aussi, mais il y a des médias justement, notamment comme Explore Media, avec Maximilien, on en avait parlé la dernière fois, qui au final eux ne parlent à personne, mais donc ils parlent à tout le monde en réalité. Donc je pense qu'il faut un peu tout, mais quand même il faut des médias en tout cas qui vont parler à tout le monde, pour justement éviter d'exclure les gens. Ouais, on observe finalement aujourd'hui, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement. Comment on peut mettre à l'antenne, sur les plateaux télé, davantage de minorités qu'on voit moins sur les médias, et pourtant on a l'impression que ça bouge pas. Qu'est-ce qui bloque selon toi? Pour moi, ce qui bloque, c'est justement, comme j'ai dit, faut se mettre à la hauteur des gens. Ça veut dire que je sais pas, si demain je vais voir un Russe et je commence à lui parler en allemand, il y a très peu de chances qu'il y ait une réponse en fait. Après, je vois quand même qu'il y a pas mal de gens en tout cas qui essaient de faire des efforts pour parler des minorités, mais le problème c'est quoi? Pour être franc, le problème il est que les personnes en fait qui font cet effort-là, en général, elles sont pas issues de ces milieux-là en fait. Elles ont pas les codes où un jeune de quartier, il va être très sensible à ces choses-là. En fait, est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce que je me reconnais dans la personne qui me parle, dans l'histoire qu'on me raconte là? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que ce qu'on est en train de me servir là, c'est vraiment quelque chose pour moi ou c'est quelque chose qui est pas bon pour moi? Et donc, je pense que c'est surtout au niveau de la recette encore. Que aujourd'hui ça pêche. C'est-à-dire que l'intention elle est là, je pense que la bienveillance elle est là, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent faire avancer les choses, mais après je pense que c'est un travail d'équipe et faut voir en fait, faut surtout de la bienveillance autour de la table et voilà. Merci Amadou. Effectivement, on faisait le parallèle pour celles et ceux qui étaient avec nous dans la conférence sur la politique, sur l'importance aussi de voir à l'approche des élections législatives dimanche prochain, allez voter, de se voir représenter aussi des publics qu'on a moins l'habitude de voir et d'avoir finalement ce miroir. J'aime beaucoup cette métaphore-là. Donc merci Amadou. Alors évidemment, la critique numéro 1 qu'on peut faire aux médias un peu mainstream, c'est leur approche parfois très anxiogène, catastrophiste, morose un peu de l'actualité.
poussé, c'est toi ce qui t'a poussé, Emma, finalement, à te lancer. Je crois que tu t'es lancé pendant le confinement, tu t'es dit, mon Dieu, c'est déprimant. Et donc, tu as voulu mettre en lumière, finalement, des initiatives dont on parlait pas tant que ça, et d'en faire un média positif, justement. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette aventure et pour toi, quelle place a un peu de philosophie en cette fin d'après-midi, quelle place a l'optimisme, finalement, dans le traitement de l'actualité? Oui, en fait, avec Hugues, on a vécu le confinement comme tout le monde. Donc, nous, on était vraiment au plein milieu de nos études et on est rentré chez nos parents. Et pendant ce confinement, on était, je pense, comme toutes les personnes de notre génération, vraiment connectés sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et en fait, on voyait ce fil d'actualité qui était hyper anxiogène où tous les jours, on comptait le nombre de lits de réanimation, le nombre de cas du Covid, le nombre de morts, etc. Et en fait, on était un peu frustrés parce qu'on se rendait compte que ça, finalement, tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'on était tous touchés par le Covid, mais que pour autant, il y avait quand même de super histoires, des héros un peu du quotidien, comme on les appelle, qui œuvraient aussi pendant cette période et que ils avaient peut-être pas la même importance en fait que ces autres actualités très anxiogènes. Et en fait, avec Hugues, on s'est dit, mais il faut qu'on crée un média positif qui permettrait de mettre en avant cette actualité qui est peut-être pas autant, qui a pas sa place, en tout cas, à la même hauteur que le Covid. Et donc, on a créé le média positif à la base sur Twitter. Et puis, en fait, assez rapidement, ça a pris une ampleur. Nous, au début, on pensait vraiment qu'il n'y aurait que nos amis et notre famille pour nous faire plaisir. Et puis, finalement, on s'est retrouvé à avoir 40 000 abonnés en un mois. Donc, c'était hyper inespéré, alors que nous, on n'était pas journalistes. On avait juste cette envie de mettre en avant des belles histoires. Et en fait, on s'est dit, mais si ça marche un petit peu sur Twitter, qui est réputé comme étant le réseau social le plus négatif, pourquoi pas essayer sur les autres réseaux sociaux? Et en fait, un an après, c'est vrai qu'on a réussi à fédérer un petit peu une communauté positive de 1 million d'abonnés. Et c'est assez fou parce que nous, on avait vraiment cette envie d'être à la fois un média d'information, mais un média d'inspiration. Et pour l'instant, on continue. Mais puis honnêtement, c'est vrai que se réveiller tous les matins et partager que des belles histoires, des bonnes nouvelles, montrer qu'il y a des choses qui s'organisent, il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi des choses qui s'organisent dans tous ces domaines, c'est quand même, je dois bien le dire, très kiffant. Super, merci Emma. Moi, je t'avoue, je t'ai découverte sur le plateau de Diane Barthès quand tu es passé sur le quotidien. Donc, je connaissais pas et j'étais un petit peu étonné parce qu'on parle quand même depuis longtemps de journalisme de solution. On a des belles organisations comme Spark News et d'autres qui travaillent sur le sujet. Et donc, je me suis interrogé pourquoi ça a marché à ce moment-là. Le média positif. Est-ce que tu arrives avec le recul à te dire peut-être que c'est un moment où les gens avaient besoin d'entendre ça? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au bon endroit au bon moment? Je pense que c'était assez sincère en fait. Ouais. C'était un peu. Nous, on avait à titre perso envie de voir ça et ça n'arrivait pas. Et en fait, quand on en a parlé autour de nous, à nos amis, on s'est rendu compte que cette demande, on l'avait tous au fond de nous et que finalement, même peut-être pour notre génération, parce que notre communauté est quand même assez jeune, on trouvait pas ce média-là. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi, si on le trouve pas, on peut pas le faire nous en fait. Et après, ce qui s'est passé aussi, là où on a eu beaucoup de chance sur Twitter, c'est que la viralité est quand même assez présente. Enfin, c'est un réseau où tu peux facilement toucher d'autres personnes que ta communauté. Et en fait, on a eu des personnalités hyper diverses qui nous ont soutenus par des partages, par des tweets sur nous. Et on a eu des personnes comme Carlito, comme Griezmann, comme Laurent Delahousse. Enfin, vraiment des personnalités très différentes avec des communautés hyper différentes aussi, ce qui fait qu'on a pu toucher pas mal de personnes diverses sur Twitter et ça a pris, je pense, comme ça. Super, merci beaucoup Emma. Finalement, on voit un peu sur ce panel et ailleurs un peu cohabiter, co-émerger, ou enfin plutôt cohabiter, pardon, deux médias, deux typologies de médias. On voit une nouvelle génération d'influenceurs, de personnes qui prennent un peu la parole, qui créent leurs propres médias. On en avait sur d'autres panels. Selon vous, comment finalement ces deux typologies de médias peuvent exister ensemble? Je sais, Maximilien, que tu travailles par exemple avec TF1. Justement, comment, à votre avis, on peut finalement converger, faire travailler ensemble pour justement réformer en profondeur la façon dont on traite l'actualité? On met en commun nos expertises, c'est-à-dire que nous, l'expertise d'Explore Media, c'est la viralité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire construire une vidéo pour qu'elle soit vue, pour que les gens, quand ils sont sur TikTok, leur pouce, ils le laissent et en fait, ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Et c'est aussi leur expertise, leur rédaction aussi, parce que nous, on est des petits médias, on n'a pas autant de personnes comme ça. On peut pas avoir un journaliste qui va bosser 6 mois sur un sujet, c'est pas possible en fait, parce que il faut produire. Il faut produire des vidéos quand même pour exister. Donc voilà, je pense que les synergies, elles sont là en fait. C'est nos différentes expertises. Voilà.
Tu voulais réagir, Sylvia? Non, je disais que 6 mois, c'est vrai que c'est un luxe qu'on n'a pas non plus. Alors, en tout cas, à LCI, en fait, moi, comme je te disais, je pense qu'effectivement, déjà, il y a une prise de conscience qui est là, qu'on n'est pas assez formé, qu'il faut effectivement être mieux armé pour traiter cette actualité. Donc je pense qu'effectivement les choses sont en train de changer. Puis l'actualité elle-même va nous amener à traiter ça de plus en plus souvent. Donc effectivement, je pense que les 13h, les 20h sont en grande transformation. Et puis, par exemple, je prends un exemple sur le 20h week-end, il y a la France des solutions. Toutes les semaines, on est effectivement sur des initiatives, sur des solutions. Donc je pense que ce journalisme de solutions, maintenant, il est partout. Il est en fait partout. Il est dans tous les médias, dans les grands médias mainstream, dans les autres, etc. Voilà, après, à LCI, effectivement, pour les chaînes info en général, je pense que ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué parce que voilà, il y a des impératifs d'actualité, il y a le format qui est peut-être moins apte à traiter ce genre d'actualité, mais voilà, il y a les sites internet, il y a les podcasts, et puis effectivement, ne pas cloisonner, c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est important de pouvoir faire intervenir la bonne personne au bon moment, que ce soit dans les 13h, dans les 20h, que ce soit LCI, voilà. Ça sert à rien finalement d'avoir une émission dédiée, mais c'est bien de pouvoir le faire un peu partout, de le faire dans les journaux, de le faire dans les débats, de pouvoir faire en sorte que les personnes qui savent parler de quelque chose, les experts, puissent effectivement vraiment parler de ces sujets-là et avoir le temps de le faire, parce que c'est vrai que je reviens sur le temps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui bloque beaucoup, hein. Certains experts nous disent oui, mais enfin comment voulez-vous comprendre ça sur 3 minutes, sur 7 minutes, sur 10 minutes, c'est pas possible, il faut qu'on ait plus de temps. C'est pour ça aussi que les gens s'intéressent pas, c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez pendant la campagne présidentielle, etc. Donc voilà, peut-être aussi avoir des émissions, on a peut-être plus le temps et je vois qu'il y en a de toute façon de plus en plus. Donc voilà, ce sont des pistes, mais encore une fois, je pense qu'il y a des cailloux qui sont jetés et qui feront leur chemin. Non, je te rejoins effectivement. On voit que dans les grandes rédactions, ça évolue. Et pourtant, pour paraphraser un post de Thomas Wagner, mon pote, on est quand même dans une actualité où il se passe des choses catastrophiques pour l'environnement. On a tous entendu parler des canicules en Inde. On a tous entendu parler de ce projet dévastateur pour la planète, d'oléoducs, gazoducs, etc. Et on n'en fait pas mention dans l'actualité. Donc moi, est-ce qu'on va finalement voir de plus en plus d'émissions effectivement qui vont rentrer dans les rédactions, mais sur des heures de grande audience, ou qu'est-ce qui manque finalement pour que ce soit vraiment mainstream et qu'on parle de ces sujets, et que ce soit un sujet récurrent, mais sans basculer dans le catastrophisme, sans basculer dans un climat anxiogène. C'est ça le fond du sujet. Je ne sais pas si Amadou, Emma, vous voulez, ou Maximilien, réagir. Malheureusement, il faut arriver à le rendre un peu sexy. Alors désolé d'employer ce terme-là, mais l'idée c'est d'arriver à capter l'attention. Aujourd'hui, nous on estime chez Explore Média qu'il y a l'entonnoir narratif, il s'est un peu inversé. C'est-à-dire que avant, quand on construisait un sujet, quand on regardait un documentaire, on allait du plus général au plus spécifique. On prenait le temps, on posait les termes du sujet, etc. On définissait bien. Nous, aujourd'hui, vu qu'on doit, entre guillemets, convaincre en 5 ou 10 secondes quelqu'un de regarder notre contenu jusqu'au bout, en fait, on part du cas extrême, du cas particulier, pour derrière rebasculer, recontextualiser. Donc, en fait, il faut toujours avoir une accroche qui soit suffisamment forte. Il y a deux façons de le faire. Soit on sombre dans le catastrophisme, on fait du négativisme, entre guillemets, et il y a ce qu'on appelle le biais de négativité. On sait que les informations négatives, elles ont plus de chances d'être retenues et repartagées. Ou alors, il y a nos médias qui rentreront plutôt par la porte des solutions pour ensuite recontextualiser le problème. Nous, notamment, là, on a fait une vidéo sur Bipop, qui est un petit robot qui lave les plages. C'est génial, tout le monde est content parce que c'est une solution innovante, c'est fait en France, etc. Et en fait, les 30 premières secondes de la vidéo, on explique comment marche ce robot. Et ensuite, les 30 secondes après, on explique combien de temps met un mégot à se décomposer, combien de temps met un sac plastique à se décomposer, etc. Et donc en fait, on arrive finalement à distiller un peu le message de prévention. Mais d'abord, en fait, on a fait le taf d'accrocher les gens avec un truc plutôt positif. Super, c'est une super retour d'expérience. Peut-être une dernière question avant de vous écouter dans la salle, peut-être plutôt pour Amadou et Emma. Il y en a peut-être dans la salle qui souhaitent lancer leur propre média un jour, entreprendre dans l'univers des médias. Est-ce que vous avez un petit conseil à leur partager ?
Ok. Bah, du coup, bah, moi, le conseil, je pense, la première chose, avant de lancer un média ou quoi que ce soit, en fait, c'est déjà se poser des questions sur les raisons et les valeurs, en fait, qu'il y a dedans. En fait, faut pas juste se dire, je vais lancer un média parce que c'est tendance, etc. C'est quelque chose, en fait, qui prend beaucoup de temps. C'est très épuisant, c'est fatigant. Ça peut coûter gros aussi. Moi, je suis en plein dedans. Je sais que, par exemple, quand je lançais mon média, si je savais tout ce qu'il y allait avoir là aujourd'hui, peut-être que je me serais jamais lancé. C'est parce que je savais pas qu'en fait je me suis mis dans le truc. Et après, disons que j'ai aussi une forte conviction derrière. Et la première raison qui m'a poussé à me lancer, elle est tellement forte que voilà, en vrai, je lâche pas. Mais en tout cas, voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de travail derrière. Vers les débuts, on va être seul. Moi, je sais que bah, j'ai dû quitter mon travail. J'étais développeur, j'étais tranquille. Disons que j'avais un bon cadre de vie. Personne n'a compris chez moi qu'est-ce qui me passait par la tête. J'ai dû quitter mon poste. J'ai dû commencer à apprendre à filmer, à faire du montage vidéo. Je suis même pas de formation de journaliste, donc ça veut dire que moi j'apprends sur le tas en même temps. Je m'inspire un peu à gauche, à droite, je regarde ce qui se fait et j'apprends tous les jours, même aujourd'hui encore. Et donc voilà. Faut se poser quand même des bonnes questions. En tout cas, si on veut bien le faire, hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si l'idée, c'est vraiment de bien le faire, bah, faut se dire que ça va demander énormément d'investissement. Donc voilà. Merci Amadou. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que je pense que pour lancer un média, déjà, il faut que la thématique et le fond du média vous parle à 200%. Enfin, que ce soit, je sais pas, par exemple, moi, je suis passionnée de tennis, donc j'aurais aussi pu lancer peut-être un média de tennis, mais finalement, j'avais plus envie à ce moment-là, de faire le média positif parce que j'avais besoin de ça et je savais que j'allais pouvoir m'y donner à 200%. Et j'avoue que c'est vrai que parfois, c'est dur parce que nous, on avait typiquement en période de partiel, quand on avait toute la journée des examens, qu'on finissait à 18h30 et que le soir on n'avait rien pu avancer sur le média positif et qu'il fallait quand même que ce soit prêt pour le lendemain, c'était compliqué, mais encore une fois c'était tellement satisfaisant et on était tellement contents de le faire que finalement ça nous décompressait le soir, nous aussi. Et après, la deuxième chose aussi, je pense qu'il faut se dire qu'on progresse avec le projet, c'est-à-dire que nous, il y a un an, ce qu'on faisait, si on le refaisait maintenant, on serait plus du tout satisfait parce que on apprenait, en fait, on le faisait sur le tas. Il y a des choses, nous, on n'avait pas de compétences en montage, par exemple, et pour autant, il a fallu qu'on s'y mette. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que parfois, il y a un peu d'artisanat. Nous, on était 2 pendant un an, et du coup, c'est vrai que c'était vraiment du tac au tac, et c'était pas le fonctionnement d'une grande rédaction, mais on était quand même content de pouvoir le faire. Donc, je pense qu'il faut être indulgent, et il faut se dire qu'on va progresser aussi avec le projet. Merci beaucoup. Ouais, Amadou. Ouais, non, je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est vrai que c'est un truc fort aussi, mais il faut accepter en fait au début de pas être bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes que moi, que j'ai vu se lancer et qui ont abandonné parce que ils disaient ouais, mais en gros ça marche pas, ou je sais pas faire telle ou telle chose. Moi, je sais que au début quand on a lancé Bon les Arts Nouveaux, en fait nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé volontairement nos tout premiers posts pour que les gens voient un peu l'évolution. Aujourd'hui, le premier retour, c'est la qualité des vidéos, etc. Mais volontairement, j'ai laissé les toutes premières vidéos pour que les gens en fait voient l'évolution aussi, et de montrer que en réalité c'est possible avec du travail, et qu'il faut il faut vraiment se donner les moyens. Mais c'est dur. C'est pas un message où je vends du rêve, c'est vraiment dur. Ça donne envie. Merci beaucoup Amadou. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos chers invités avant de conclure? Une petite question? Allez, n'hésitez pas. C'est un sujet intriguant, ouais. Hop. Tu veux bien te déplacer jusqu'ici parce que le fil est court? Non, une question à Emma, du coup, comment tu gères les cours et le média positif? C'est gentil. C'est très rock'n'roll, je dois bien l'admettre. Je me suis connue beaucoup plus studieuse que cette dernière année. Non, en fait, on essaye vraiment de. Déjà, nous, on est étudiants en fait dans une filière où on peut choisir les cours qu'on veut. Donc, autrement dit, on peut choisir les horaires qu'on veut. Donc, on mettait tous nos cours soit à 8h du matin, soit à 19h. Donc, ça nous laissait des journées pleines sur le média positif. Après, bon, je devrais pas trop le dire, mais c'est vrai que pendant les cours, on n'était pas forcément sur nos cours à 200%. Et non, après, ce qu'on essayait de faire, c'était d'optimiser tous les moments, c'est-à-dire et de mutualiser aussi. On en parlait avant la conférence, mais il y a des médias, enfin des réseaux sociaux maintenant où les contenus peuvent être sensiblement les mêmes. Donc en fait, on mutualisait beaucoup pour gagner du temps. Chaque fois qu'on avait des 15 minutes entre des cours, on répondait à des messages, on répondait à des commentaires, on postait des stories. Enfin, on essayait
vraiment de tout optimiser enfin je peux pas te dire, moi c'est vrai que je suis tellement contente de ce qu'on a fait que enfin c'était vraiment génial et on le refait là à la rentrée puisqu'on reprend en septembre, mais c'est vrai qu'il faut juste être rigoureux et tous les moments que tu peux avoir de dispo finalement, que ce soit les week-ends, tout ça, bah c'est vrai qu'on les passait sur le média positif, mais encore une fois c'était génial, donc Merci Emma. Une deuxième question peut-être? Ouais. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous avez reçu des offres de rachat de grands groupes médias et si à l'avenir des grands groupes médias vous approchent pour racheter vos médias entre guillemets indépendants, est-ce que vous céderiez vos médias? Super question. Bah, ok, bah, Est-ce moi, que quelqu'un est à vendre? Vas-y, pour les temps nouveaux. non, moi en vrai, j'ai rien reçu. Ok. Je pense qu'on est petit, on est encore Alors. petit. En fait, on va dire que j'ai des contacts avec des gens qui sont en place. Mais après, je pense que c'est plus par rapport au travail, à ce que je fais, à ce que le média représente. Mais en vrai, moi, je suis pas. En fait, je suis. On me l'a toujours dit, mais je suis. En fait, la seule chose qui pourrait faire que je lâche, bah, c'est que je sois sûr à 100% que derrière, les valeurs, elles vont être bonnes. Et franchement, je pense que quand un grand groupe, il met de l'argent, bah, derrière, c'est pour faire de l'argent, en fait. Et moi, le média, quand je crée à la base, c'était pas pour faire de l'argent. Donc, je sais pas, ce serait difficile. Il faudrait que je trouve un accord qui me convienne à 100%, mais ça peut être difficile. Maximilien, Emma. Nous, on n'a rien reçu comme offre non plus. Et quant à si jamais on nous proposait quelque chose, je pense pas, parce que nous, c'est vrai qu'on a juste envie, là, une fois qu'on va avoir fini nos études, de s'y dédier à 200%. Et c'est un peu, pour avoir vraiment fait naître le projet depuis le début, j'ai vraiment l'impression d'avoir presque un enfant aujourd'hui, donc je me vois pas l'abandonner comme ça. Donc, je pense pas que ce soit au programme. Alors, moi, je dois pas être dans la confidence. Non, mais potentiellement, peut-être qu'il y a déjà eu des gens qui sont intéressés à notre média, des grands groupes, je sais pas, comme TF1 et Webedia et compagnie, mais pas à ma connaissance. Mais derrière, la question que tu poses, et elle est intéressante aussi, c'est comment on en vit. Quel est le business model derrière des médias sur les réseaux sociaux, parce que on n'a pas des pages de pub entre nos programmes, on n'a pas de subvention de l'État, donc ça pour le coup il faut s'accrocher, parce qu'effectivement au 1er janvier 2022 tu recommences à zéro, tu es d'une page blanche, parce que nous on fait des partenariats avec des marques, donc en fait faut renouveler ses partenaires, et du coup ça ferait une très bonne transition pour la conférence juste après. Exactement. Sylvia, tu voulais ajouter Non, un petit justement, mot? c'est quoi ton business model? Nous, notre business model, c'est un peu comme l'influence, c'est-à-dire on fait des partenariats avec des marques, donc on a des marques qui viennent nous voir pour promouvoir des initiatives, notamment en ce moment on travaille avec la Chambre de commerce et industrie d'Île-de-France, et on met en avant des startups qui font des super projets innovants. Donc il y a une startup par exemple qui permet de détecter les Covid et les maladies grâce à un système de laser, une autre qui permet de réduire le gaspillage alimentaire de 50% dans les cantines grâce à une caméra qui regarde les plateaux. Donc voilà, nous on met en avant des initiatives comme ça, et c'est souvent des grands groupes ou des collectifs qui viennent nous voir pour qu'on parle de leur start-up, de leurs innovations. Super, on arrive au terme de cette conférence. Un tonnerre d'applaudissements pour nos 4 super invités. Merci.